Bonsoir à toutes et à toutes. Merci d'avoir patienté gentiment, tranquillement. Alors, ce soir, notre dernier webinaire qui faisait partie d'une série de 8 webinaires, essentiellement sur les myélodysplasies. Mais nous avons ajouté ce dernier séminaire qui sera sur les LMC et qui sera présenté par le docteur Itzikson, pardon, et qui est à l'hôpital Saint-Louis, qui fait partie également de l'équipe de recherche de l'INSERM et qui a de nombreuses publications sur le sujet. Alors, dans un premier temps, on va faire un partage d'écran et je vais présenter une slide qui présente en fait le point de vue du patient. Qu'est-ce que le patient se pose comme question quand il se retrouve face à ce diagnostic? Voilà. Alors, donc, dans un premier temps, le patient se demande, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Les dénominations sont compliquées. Est-ce que ça fait des où est-ce que ça se situe dans les maladies hématologiques? Ça, c'est la première chose à laquelle le patient est confronté parce que c'est un domaine relativement complexe dont on parle peu, ça fait partie des maladies rares. Et donc, il y a tout cet aspect de compréhension de ce qui se passe à l'intérieur des cellules sanguines. Alors, il y a bien entendu ce problème de diagnostic. Est-ce que c'est un très mauvais diagnostic ou c'est un diagnostic, c'est une maladie chronique? Est-ce qu'il y a une variété de différents stades, de différents diagnostics également? Alors, l'autre question, c'est la question qui vient très vite, c'est est-ce que je peux être candidat ou candidate à une greffe? Alors là, il y a beaucoup de choses à dire et je suis sûre que vous allez aborder le sujet. Et puis, maintenant, les cytogénétiques. On en parle beaucoup, ça se pratique de plus en plus et c'est bien de nous expliquer ce que c'est parce qu'il y a quand même des avantages à avoir un diagnostic relativement précis en début de maladie. Et lié à cette question, est-ce que avec les cytogénétiques, on peut cibler certaines mutations et donc avoir des traitements plus appropriés? Et puis, alors la question qui arrive en dessous, c'est est-ce que je peux tolérer une chimiothérapie? Parce que là aussi, étant donné l'âge des gens, les comorbidités qui sont là, est-ce qu'une chimiothérapie est adaptée? Et puis, la question qui est importante aussi, est-ce que je peux participer à un essai clinique? C'est toujours la question qu'on pose quand on est diagnostiqué avec une maladie rare. Alors, les questions, elles sont en vrac et je vous les livre telles quelles. Et je vous laisse donc, Raphaël, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre disponibilité. Merci Madame Duboff de cette introduction sur laquelle je vais largement m'appuyer. Et merci aussi beaucoup de votre flexibilité puisqu'on a repoussé d'une heure ce séminaire pour me permettre de participer. C'est très gentil à vous. J'avais quasiment envie de laisser la diapositive de Madame Duboff en fond, mais j'ai bien noté les questions. J'ai un support de diapositive, mais on va essayer de ne pas faire quelque chose de trop lourd. On va essayer d'avoir un dialogue, je pense, autour de ces questions. Pour beaucoup, évidemment, j'ai des éléments de réponse, mais c'est, comme l'a indiqué Madame Duboff, c'est un groupe de maladies qui sont rares. Et forcément, la certitude en médecine, elle vient de la statistique. Et la statistique, elle vient du nombre. C'est comme les sondages. Donc, si vous demandez à 10 personnes dans la rue ce qu'ils vont voter pour la présidentielle, vous risquez de vous tromper. Si vous demandez à 1 million de Français ce qu'ils vont voter, bon, vous avez un peu plus de chances de faire le bon pronostic. Et donc, notre niveau de connaissance dans ces maladies, il reste encore insuffisant. On a identifié les points sur lesquels on devait travailler, on y travaille, et on a besoin de votre aide, évidemment, pour ça. Mais il y a déjà un certain nombre de choses auxquelles je peux répondre. Donc, aujourd'hui, on va parler
de maladies qui s'appellent les leucémies myélomonocytaires chroniques. Le mot leucémie, il est évidemment lourd de sens et de signifiant. C'est un mot qu'on charrie un peu pour des raisons historiques. Vous savez qu'on utilise le mot de leucémie depuis le début du XXe siècle pour toutes sortes de maladies qui avaient comme point commun que les médecins de l'époque détectaient un excès de globules blancs dans le sang. On sait que derrière cette observation, qui était évidemment fondamentale pour l'avancée de la médecine de l'époque, se cachent des maladies extrêmement variées, qu'on a essayé de discriminer en parlant de maladies myéloïdes, de maladies lymphoïdes, de maladies aiguës ou de maladies chroniques. Mais finalement, on sait que ce qui transparaît du diagnostic à la consultation, c'est le plus souvent le mot leucémie ou à la rigueur un sigle qui est encore pire parce que ça charrie, en plus d'une image de gravité, ça charrie de l'incompréhension. Et on charrie ce terme et on le subit, nous, en tant que médecins. Combien on aimerait remplacer ce mot de leucémie myélomonocytaire chronique par le mot syndrome myélomonocytaire chronique? Pourquoi on aimerait le faire? Pas vraiment parce qu'on veut cacher les choses sous le tapis, pas du tout, mais parce qu'on pense que finalement, ce mot qui arrive comme une espèce d'épouvantail en début de consultation ou en milieu de consultation, c'est quelque chose qui fait obstacle à notre dialogue. Et le mot syndrome, je trouve qu'il a l'avantage de refléter, quand on dit syndrome, ça veut dire que c'est la confluence d'un certain nombre de symptômes. Et c'est ça la LMMC, et je vais y revenir. Et ces symptômes, ils sont présents chez une personne dans une composition, un cocktail, si je puis dire, qui est différente de la personne d'à côté qui quand même va avoir la même maladie au sens de la classification internationale des maladies qui est établie depuis plus de 20 ans maintenant par l'Organisation mondiale de la santé. Malheureusement pour nous, je dirais, ces considérations-là, qui sont des considérations importantes dans le dialogue qu'on a avec vous en consultation, ces considérations-là, elles sont battues en brèche par les considérations de l'Organisation mondiale de la santé, qui tient de façon importante à ce que soient identifiées ensemble toutes les maladies qui sont de la famille des cancers, sachant qu'on sait très bien que il n'y a pas des maladies qui ne sont pas des cancers et des maladies qui sont des cancers. La vérité, c'est qu'il y a un continuum. On est tous avec des grains de beauté. Et les grains de beauté, c'est tous des espèces de cancers en puissance. Donc, où est-ce qu'on met la frontière entre un pré-cancer, quelque chose à surveiller, et un cancer? C'est aussi une question qui est importante et qui se pose pour les LMMC. Alors, les leucémies myélomonocytaires chroniques, elles ont beaucoup de choses en commun avec les syndromes myélodysplasiques, avec les myélodysplasies. Et d'ailleurs, jusqu'en l'an 2000, pour l'Organisation mondiale de la santé, la LMMC, la leucémie myélomonocytaire chronique, c'était un syndrome myélodysplasique. Et depuis 2001, ça a été séparé des syndromes myélodysplasiques pour un peu mieux mettre en avant ses particularités. Cette séparation, elle a eu des avantages sur le plan de la compréhension de la maladie. Elle a aussi été un obstacle, je pense, pour vous, les patients, pour l'accès aux médicaments, et je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler. Après cette introduction, je vais commencer à partager mon écran. J'ai beaucoup de diapositives et mon objectif n'est pas de toutes vous les montrer. Hop. Là, normalement, vous devez voir ma présentation en plein écran, c'est ça? Vous voyez bien en plein écran ma présentation? Oui, pas en plein écran. Si vous pouvez la mettre en mode diapositive, présentation. Alors, attendez, hop. Le problème, c'est... Bon, d'abord, il faut que je signale. Là, normalement, vous la voyez en plein écran. Hein. Oui, oui, c'est parfait, merci. Voilà, je signale mes conflits d'intérêts. Donc, j'ai bénéficié, enfin, mon laboratoire a bénéficié de contrats de recherche. Et moi, j'ai touché des honoraires d'un certain nombre de laboratoires d'industriels de la pharmacie pour les conseiller sur des médicaments. Donc, ça, c'est important que ce soit porté à votre connaissance. Je suis tout à fait prêt à discuter de la problématique de l'expert en santé, des conflits d'intérêts qui est au cœur des discussions qu'on a en ce moment, des inquiétudes de la population assez légitimes sur les vaccins, etc. Mais voilà, je tenais à apporter ça à votre connaissance. Donc, depuis les années 2000, donc, les leucémies myélomonocytaires chroniques sont distinguées des syndromes myélodysplasiques et font partie d'une catégorie de maladies hématologiques
de maladies onco-hématologiques, de cancers hématologiques pour l'OMS, qui s'appellent des syndromes mixtes, myélodysplasiques et myéloprolifératifs. Je vous ai mis là tout un certain nombre de sigles pour ces maladies, mais il faut voir que les LMMC sont de très loin la forme la plus fréquente de ces syndromes mixtes myélodysplasiques et myéloprolifératifs. Donc, il faut savoir que même quand on a une LMMC et qu'on a l'impression qu'on a une maladie rare, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont des maladies encore plus rares que celle-là. Ce que nous, on sait, c'est que chez toutes les personnes qui ont une LMMC, attention, hein, je dis LMMC, leucémie myélomonocytaire chronique, on va y revenir, ce n'est pas du tout la même chose que les leucémies myéloïdes chroniques, les LMC, avec un seul M, qui sont des maladies complètement différentes où il n'y a pas du tout de myélodysplasie. Donc ça, c'est l'aspect des cellules de la moelle osseuse, avec un excès très important pour nous de globules blancs de la catégorie des monocytes et des cellules myéloïdes granuleuses. C'est pour ça que ça s'appelle maladie myélomonocytaire. Il y a deux composantes dans la maladie, deux catégories de globules blancs qui augmentent, les monocytes et les polynucléaires neutrophiles. Et ça va se traduire par deux catégories de symptômes. Des symptômes qui sont associés à l'accumulation de ces globules blancs, donc une augmentation du taux de globules blancs sur la prise de sang, hyperleucocytose. Parmi ces globules blancs, il y en a une catégorie qui augmente tout le temps dans la LMMC, c'est les monocytes, donc monocytose. Et puis parfois, ça va faire gonfler certains organes. Ça va faire gonfler la rate, ça peut faire gonfler le foie, ça peut donner des boutons sur la peau. À l'inverse, il y a une composante myélodysplasique dans cette maladie qui vont faire que les cellules de la moelle osseuse et du sang vont avoir un aspect parfois, une forme anormale au microscope, et puis il peut y avoir de l'anémie ou de la baisse des plaquettes, de la thrombopénie. Et comme l'a indiqué Madame Duboff, il y a souvent des anomalies dans ces cellules quand on zoome entre guillemets sur le contenu de leur noyau, sur les chromosomes, donc les anomalies cytogénétiques, sur les gènes de l'ADN, donc les anomalies génétiques. On va trouver des anomalies et c'est comme dans les myélodysplasies, c'est des anomalies qui sont présentes que dans les cellules malades. Elles ne sont pas présentes dans les cellules du corps. Dans 95% des cas, la leucémie myélomonocytaire chronique, ce n'est pas une maladie héréditaire. Ce n'est pas une maladie qu'on va transmettre à ses enfants. D'accord ? Et on comprend un peu mieux maintenant ce que c'est que cette maladie et le lien qu'elle a avec les syndromes myélodysplasiques. Normalement, la fabrication des globules qu'on a dans notre sang, les globules rouges, les globules blancs, je n'ai pas fait figurer sur ce schéma très simplifié les plaquettes, ça suit un arbre avec des embranchements successifs et cet arbre, il est harmonieux. L'arbre, il est à l'envers sur cette diapositive, mais à partir des souches, cellules souches de la moelle, on va fabriquer de façon harmonieuse des globules rouges, des plaquettes, indiquées ici en rouge, et des globules bleus. Et on sait que parmi les anomalies qui initient la maladie et qui sont liées au vieillissement de la moelle osseuse, c'est une maladie qui touche essentiellement des gens à partir de l'âge de 70 ans. Il peut y avoir des diagnostics à l'âge de 50 ans, c'est très rare. À l'âge de 60 ans, c'est possible, mais c'est essentiellement à partir de la 7e décade. Eh bien, ces anomalies, c'est des mutations qui surviennent au cours du vieillissement des cellules souches de la moelle osseuse, exactement comme une myélodysplasie. Mais ces mutations, elles ont l'effet suivant. Elles vont faire que ces cellules souches hématopoïétiques, au lieu de fabriquer de façon équilibrée des globules rouges, des plaquettes et des globules blancs, elles vont avoir un déséquilibre. Ce déséquilibre, il va se traduire par un excès de monocytes et de polynucléaires et un défaut de globules rouges. Et ça donne en fait une forme de myélodysplasie avec une anémie et un petit excès de monocytes sur la prise de sang, que beaucoup de médecins ne vont pas d'ailleurs regarder. Il y a beaucoup de gens qui sont pris en charge pour des syndromes myélodysplasiques de faible risque qui ont aussi un excès de monocytes. Aujourd'hui, on est intimement convaincu que ça n'a pas très grande importance dans ces cas-là de repérer l'excès de monocytes. Parce que les traitements qu'on va donner pour un syndrome myélodysplasique de faible risque ou pour une leucémie myélomonocytaire chronique sans un grand excès de globules blancs et avec juste une anémie vont être les mêmes. Donc ça, c'est la compréhension
qu'on a de la maladie, au départ, c'est une myélodysplasie, en fait, avec ce petit déséquilibre qui va faire que par rapport à quelqu'un qui a la même myélodysplasie que nous, qui a le même taux d'hémoglobine, nous, on a un tout petit peu plus de monocytes. Et ce qui va survenir plus tard dans l'histoire de la maladie, mais parfois c'est au moment du diagnostic parce qu'on ne s'en est pas rendu compte, mais on sait que c'est des maladies qui mettent des dizaines et des dizaines d'années à se développer, c'est pour ça qu'on appelle ça des maladies chroniques. Il va y avoir une nouvelle mutation qui va apparaître au niveau d'une cellule souche hématopoïétique qui, elle, va accélérer fortement la production de ces globules blancs en donnant en fait une sensibilité excessive de ces cellules, de ces globules blancs, à des signaux de notre corps qu'on appelle des cytokines. Et donc, à ce moment-là, la prise de sang des gens va se déséquilibrer, ils vont avoir beaucoup plus de globules blancs. Et c'est pour ça que ces gens-là, on va dire qu'ils ont un syndrome mixte, myélodysplasique, ils n'ont pas assez de globules rouges, et myéloprolifératif, ils ont trop de globules blancs. Cette augmentation des globules blancs, cette sensibilité exquise aux signaux que nous envoie notre corps, c'est normal dans certaines situations. Notre corps nous demande de fabriquer plus de globules blancs. Par exemple, quand il y a un microbe dans le corps. Tout le monde sait, beaucoup de gens savent, quand on a une infection avec un microbe, une bactérie, parfois un virus, plus souvent une bactérie, notre taux de globules blancs, il augmente. Chez quelqu'un qui a une LMMC, lorsqu'il va attraper un microbe, le taux de globules blancs peut parfois augmenter de façon beaucoup plus importante. Mais une fois que le microbe est soigné ou qu'il s'en va, le taux de globules blancs il va redescendre. Et donc, ça arrive là fréquemment, surtout avec le Covid, que nos patients qui ont des LMMC, quand ils font un Covid, le médecin qui les prend en charge pour le Covid et qui n'est pas un spécialiste du tout des leucémies myélomonostères chroniques nous appelle en disant « Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Le taux de globules blancs a énormément augmenté. » Aujourd'hui, on sait donc qu'il y a 2, voire même plutôt 3 formes de la maladie en fonction des mutations qui sont présentes. Des gens qui ont des LMMC qui s'apparentent quasiment à des myélodysplasies, c'est surtout pour eux un problème d'anémie et parfois de thrombopénie. Des gens qui vont avoir un excès de globules blancs, et on pense que dans les gens qui ont un excès de globules blancs, il y a 2 formes de la maladie avec des mutations qui ne sont pas tout à fait les mêmes et qui, le jour où on en sera à l'étape que Mme Duboff a évoqué, qui est de donner des traitements ciblés en fonction des mutations, ce ne sera probablement pas le même traitement pour tous les patients. Mais ça, c'est encore du domaine de la recherche. Donc là, j'ai repris les critères du diagnostic de l'OMS. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais indiquer les points les plus saillants. Le premier point, c'est que ce qui fait vraiment le diagnostic de la LMMC, c'est le fait d'avoir un excès de monocytes sur sa prise de sang. Une fois encore, il y a beaucoup de médecins qui ne sont pas super attentifs à ça, tant que le taux de globules blancs n'est pas très élevé. Et ce n'est pas très choquant. Donc, si vous venez, je ne sais pas, demander un deuxième avis dans un CHU et que quelqu'un vous dit « Ah, mais vous avez un excès de monocytes, vous avez une LMMC », alors que ça fait 5 ans que vous êtes suivi dans l'hôpital à côté de chez vous pour une myélodysplasie, il ne faut pas dire « Ah là là, le docteur qui s'est occupé de moi initialement, c'est vraiment une buse, il s'est trompé de diagnostic, etc. » Parce que c'est des maladies qui sont tellement cousines qu'il y a des médecins qui sont plus sensibles. Moi, je suis très sensible, je regarde toujours les monocytes et ça n'a pas d'impact sur la prise, sur la surveillance et sur le traitement dès lors que le taux de globules blancs n'est pas fortement augmenté. La deuxième chose, c'est que cet excès de monocytes, il peut arriver chez des gens qui ont d'autres maladies hématologiques qui ne sont pas du tout des myélodysplasies, ce qu'on appelle des syndromes myéloprolifératifs. Donc ça, les hématologues sont très attentifs à ça parce que les traitements sont très, très différents. La troisième chose, c'est que ce sont des maladies qui, comme les myélodysplasies, peuvent, dans un certain nombre de cas, on dit classiquement 25%, un risque sur 4, mais en fait, c'est probablement un peu moins si on faisait le diagnostic chez tout le monde. Il y a un risque qu'un jour, au bout de 2 ans, de 3 ans, de 10 ans, la maladie évolue sous forme d'une leucémie aiguë myéloïde, comme dans les myélodysplasies. Et donc, on fait très attention à surveiller cette évolution et je reviendrai sur une particularité de la LMMC. L'autre chose, c'est que l'augmentation des monocytes, elle peut survenir parfois dans le corps sans qu'il y ait de maladie à proprement parler hématologique. Parfois, il y a une maladie dans le corps qui entraîne ce qu'on appelle de l'inflammation. Par exemple, il y a un rhumatisme dans le corps
une maladie qui est une maladie soignée par les collègues de médecine interne, qui fait que le corps est inflammé, et ça peut mécaniquement, je dirais, faire augmenter les monocytes sur la prise de sang. Et donc, pendant longtemps, on a dit la seule façon de faire la différence entre quelqu'un qui a une augmentation des monocytes sur la prise de sang parce qu'il a de l'inflammation et quelqu'un qui a une LMMC, la seule façon de savoir, c'est d'attendre. On attend et puis on voit comment ça évolue. Soit ça rentre dans l'ordre, soit ça ne rentre pas dans l'ordre. Et depuis un peu moins de 10 ans maintenant, une équipe de chercheurs français, qui est une équipe qui est à l'hôpital Henri Mondor à Créteil et à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, a développé un test sur les cellules du sang, sur ces fameux monocytes du sang, un test qui nous permet de savoir plus rapidement si, quand il y a un excès de monocytes, il y a un risque que ce soit une LMMC. Ce test, il est encore en train de se généraliser. Il n'est pas encore disponible dans tous les hôpitaux de France et d'Europe, mais il va le devenir. Il est assez simple. Une fois encore, ça repose sur une prise de sang. Et je vais, sans rentrer dans les détails techniques, c'est un test qu'on appelle un test de cytométrie qui permet de savoir si les monocytes qu'on a dans le sang ont l'air d'être des monocytes de LMMC ou pas. Ce test peut être utile si on est très inquiet. C'est rare qu'on soit très pressé à faire un diagnostic. Ce test peut nous aider. Il va être généralisé. Plus urgent, c'est de ne pas se précipiter parce qu'il vaut mieux attendre que le test soit bien calibré plutôt que le demander et d'avoir un test qui ne soit pas bien calibré, dont on ne sache pas très bien comment l'interpréter. Bref, on est en train de progresser dans les méthodes de diagnostic. Comme moi, je m'occupe beaucoup de cette maladie, il est très fréquent que des médecins généralistes m'adressent des gens qui ont juste un excès de monocytes sur leur prise de sang, mais sans anémie, des gens qui se plaignent de rien. Ils ont peut-être une petite LMMC, peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, ils auront la même prise de sang. Et ces gens-là, j'ai tendance à ne pas les embêter. Je leur fais faire une prise de sang pour voir un petit peu cet aspect des monocytes. Et puis, je leur dis, on attend. Et si un jour, il y a des symptômes, une anémie, une grosseur de rate, des boutons, alors à ce moment-là, on fera un myélogramme, comme dans une myélodysplasie. La deuxième difficulté, c'est que, comme vous le savez peut-être, l'un des critères très importants pour savoir si une myélodysplasie a un risque d'évoluer en leucémie aiguë myéloïde, c'est de compter les cellules les plus jeunes dans la moelle osseuse qu'on appelle les blastes. Dans les leucémies myélomonocytaires chroniques, compter les blastes, ce n'est pas d'une simplicité absolue et ça nécessite un œil expert. Et donc, si jamais vous êtes amené à consulter dans différents hôpitaux, il est possible que le compte des blastes diffère d'un hôpital à l'autre. C'est quelque chose auquel on travaille, on essaye de standardiser ça aussi, mais il faut se rendre compte que c'est un problème d'expertise d'un œil humain. Aujourd'hui, ce n'est pas des machines qui font ça, c'est des êtres humains. Et donc, les êtres humains, ils sont faillibles, les machines aussi d'ailleurs. Et donc, c'est pour ça qu'on cherche depuis longtemps des critères plus reproductibles d'un hôpital à l'autre pour identifier les gens chez lesquels il faut être très attentif et peut-être faire, je ne sais pas moi, une prise de sang par mois. Et on les connaît bien, ces critères. Le fait d'avoir des globules blancs très élevés, c'est un critère de gravité. Ça indique que la maladie, elle peut plus souvent mettre la vie en danger. Donc, ça fait partie des choses qu'on surveille très attentivement. Et ce fameux taux de globules, taux de blast dans le sang et dans la moelle. Donc, il y a une classification selon l'OMS qui fait des catégories. Mais ça, c'est parce que c'est les classifications qui veulent ça. Le plus important, c'est ce que vous dit votre médecin qui surveille ça de façon dynamique. Je dirais que le plus embêtant, ce n'est pas tant d'avoir tel ou tel pourcentage de blast ou tel taux de globules blancs, c'est surtout de voir si c'est stable ou pas stable dans le temps. Si ça augmente dans le temps, c'est plus embêtant que si c'est un peu au-dessus du seuil, mais que ça ne bouge pas. Donc, comme l'a dit Madame Duboff, initialement, on essaye de trouver des critères qui sont plus reproductibles. Et ces fameux critères, parmi eux, il y a les critères cytogénétiques. Donc, les critères cytogénétiques, c'est quand on utilise des techniques pour regarder à l'intérieur des cellules si elles ont des anomalies au niveau des chromosomes. Dans les leucémies myélomonocytaires chroniques,
si on regarde juste les chromosomes, je dirais au microscope, c'est encore des techniques qui se font avec un microscope, dans plus d'un cas sur deux, on va voir que c'est normal. Et dans un cas sur deux, ce sera anormal. Et donc, on sait qu'il y a certaines anomalies des chromosomes qui sont plus embêtantes que d'autres. Mais surtout, on sait maintenant qu'il y a des mutations dans les cellules de la moelle osseuse qui sont des mutations de l'ADN qu'on ne peut pas avoir avec un microscope. Il faut faire ce qu'on appelle un séquençage de l'ADN pour les trouver. Et on sait que certaines d'entre elles vont avoir un impact sur le risque que la maladie, elle mette la vie en danger un jour ou l'autre. Et donc, aujourd'hui, nous, on prêche pour la généralisation de ce séquençage. Aujourd'hui, ça n'induit pas de bouleversement dans la prise en charge qu'on propose, mais c'est important que les médecins s'approprient ces informations parce que si ça n'a pas d'impact aujourd'hui, ça aura un impact demain. Et en tout cas, ça peut avoir un impact dans l'échange qu'on a ensemble sur le risque que la maladie, elle s'aggrave. Donc, vous voyez, hein, là, j'ai mis des chiffres. Vous voyez que la survie, hein, la médiane d'espérance de vie après le diagnostic, elle est en fait, c'est ça qu'il faut retenir, elle est extrêmement variable d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui ont un diagnostic de leucémie myélomonocytaire chronique, mais à un stade qui est très, 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 très proche de la leucémie aiguë myéloïde. Et on sait qu'à ce moment-là, il y a un risque de décéder dans les mois qui surviennent dans les mois qui suivent le diagnostic parce que c'est des maladies qui répondent très mal au traitement dont on dispose aujourd'hui. Et à l'inverse, il y a des gens qui ont une espérance de vie qui est au moins de 5 ans ou de 10 ans et pour lesquels on n'a pas forcément de recul. Parfois, c'est des gens qui sont diagnostiqués à un âge très âgé et qui décèdent de trucs qui n'ont rien à voir avec ça. Donc, c'est très variable et on améliore notre façon, je dirais, notre boule de cristal, mais elle n'est pas encore complètement transparente. Le plus important, finalement, c'est de savoir ce qu'il faut faire pour tout ça. D'abord, souvent, il faut ne rien faire et surveiller. Donc, en fait, les deux questions qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il y a un risque important que la maladie, elle mette la vie en danger? Est-ce qu'il faut intervenir, je dirais, quoi qu'il en soit? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des symptômes embêtants qu'il faut essayer de contrôler? Donc, moi, je me fais un peu un tableau à 4 cases dans ma tête quand je suis quelqu'un qui a une LMMC et je fais 2 colonnes, les gens chez lesquels je pense que la maladie, elle est à risque suffisamment important d'évoluer pour réfléchir à un traitement, même si le fait de mettre en place ce traitement au début, ça va être plus d'effets secondaires que de bénéfices, parce que je sais que ça vaut le coup de prendre un risque à court terme parce que la maladie va être embêtante à long terme. Ou bien est-ce que c'est une maladie de plus faible risque dans lequel c'est un peu idiot de mettre en place des traitements qui ont des effets secondaires parce qu'il n'y a pas de risque de menace à court ou à moyen terme. Donc ça, c'est la première question que je me pose. Et la deuxième question que je me pose, c'est quels sont les symptômes les plus embêtants pour les patients? Est-ce que c'est des symptômes qui sont liés à l'anémie, à la thrombopénie, donc des saignements, ou est-ce que c'est des signes qui sont liés à l'augmentation des globules blancs, comme par exemple une gratte qui est très grosse et qui est gênante, ou ce qui vient souvent avec le fait des globules blancs très élevés, c'est-à-dire le fait de se sentir très fatigué, d'avoir des sueurs la nuit, de ne pas se sentir bien. Ce qui est très compliqué dans cette maladie, c'est évidemment les personnes qui ont les deux catégories de symptômes, à la fois trop peu de globules rouges, mais vraiment une forte anémie ou une forte thrombopénie, et une forte augmentation des globules blancs. Parce que malheureusement, les traitements qui font baisser les globules blancs aujourd'hui font souvent baisser les autres globules, et donc on améliore un problème, mais on peut entre guillemets en aggraver un autre. Ça, on a conscience de ce problème et on y travaille. Donc, quand on pense traitement pour des maladies de la famille des leucémies ou des myélodysplasies, comme l'a dit Madame Duboff, la première question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il faut me faire une greffe de moelle? Est-ce que je peux avoir accès à une greffe de moelle? Qu'est-ce que je dois en attendre? Alors, aujourd'hui, la greffe de moelle dans les leucémies myélomonocytaires chroniques, hein, il y a beaucoup des informations dont disposent les médecins qui sont dérivées de ce qu'on sait dans les myélodysplasies. Et donc, ce qui a été proposé, on a écrit, tous les médecins d'Europe qui s'occupent de cette maladie, on a écrit même des médecins d'outre-Atlantique, on a écrit il y a maintenant 3 ans, 4 ans, des recommandations européennes. Et on a dit que pour la greffe de moelle,
il ne fallait pas proposer la greffe de moelle aux gens qui avaient des maladies qu'on appelait à faible risque, à plus faible risque. Comme je vous l'ai dit, parce qu'on sait que la greffe de moelle, c'est un traitement qui est lourd, qu'on ne peut pas proposer au-delà de l'âge de 70, exceptionnellement 75 ans. Il faut trouver un donneur, mais c'est un traitement qui peut mettre, dans les semaines qui suivent le début du traitement, la vie en danger. Donc, il faut bien peser le pour et le contre. Donc, on avait émis ces recommandations, mais on n'avait pas forcément énormément d'informations spécifiques au LMMC. Et donc, on a fait un travail de recherche important, qui est un travail de recherche international, avec des collègues américains, avec des collègues de toute l'Europe. C'est un travail qui va être bientôt soumis à une publication scientifique. Vous connaissez maintenant, je dirais, c'est l'un des avantages, il faut bien qu'il y en ait quelques-uns, de la crise sanitaire qu'on vit depuis 2 ans, c'est que maintenant, le grand public sait un peu mieux comment ça fonctionne, la recherche scientifique. Donc, on a fait un travail important. On a repris les informations dont on disposait sur toutes les personnes qui avaient été prises en charge dans nos hôpitaux depuis l'an 2000. Ça fait 20 ans. Et on a regardé ce qui arrivait aux gens qui avaient reçu une greffe de moelle et ceux qui n'avaient pas reçu une greffe de moelle. C'est des analyses qui sont très compliquées à faire sur le plan statistique. Il y a plein de biais. Si on prend les informations que nous donne l'ordinateur au pied de la lettre, on peut se retrouver à dire des grosses bêtises. Donc, on est très prudent quand on interprète ces données. Ce que je peux dire de façon très prudente, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison de trépigner d'enthousiasme en se disant « il me faut absolument une greffe de moelle, il me faut absolument une greffe de moelle ». Ce n'est pas forcément un traitement qui va être révolutionnaire pour tout le monde parce que ça reste un traitement malheureusement très lourd. L'espoir, évidemment, c'est que les informations qu'on a, elles datent de greffes de moelle qui ont été faites parfois il y a 10 ans. Or, il y a eu beaucoup de progrès en 10 ans. Donc, il va nous falloir encore 10 ans, c'est terrible de dire ça, mais 10 ans pour savoir si le fait de recevoir une greffe de moelle en 2020, c'est bon ou c'est pas bon. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'en 2010, faire une greffe de moelle à quelqu'un qui a une LMMC de faible risque, c'était pas une bonne affaire. Ça, on le sait avec certitude. C'est quelque chose qu'il faudra réévaluer à l'avenir. En tout cas, on peut dire que la greffe de moelle, c'est pas une panacée, c'est que pour les gens qui ont moins de 75 ans et qui n'ont pas de gros problèmes de santé par ailleurs. Il faut qu'il y ait un donneur, il faut en discuter avec son médecin, c'est important, toujours poser la question, docteur, est-ce que vous pensez que ma maladie pourrait bénéficier d'une greffe de moelle? Sachant qu'il est tout à fait possible que le médecin vous réponde non, je pense que ça n'en vaut pas la peine. Quand on sait qu'on doit faire une allogreffe, parfois, il vaut mieux faire un traitement avant l'allogreffe pour que celle-ci se passe le mieux possible. C'est comme dans les myélodysplasies. Là, ce qu'on veut, c'est faire dégonfler la rate, faire baisser le taux de blast dans le sang et dans la moelle osseuse. Et le sentiment qu'on a, c'est que le Vidaza, c'est une pas mauvaise façon de faire ça. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on sait avec beaucoup, beaucoup de certitude. Chez la plupart des patients qu'on suit, évidemment, une greffe de moelle n'est pas possible. Il y a ceux pour lesquels elle n'est pas souhaitable, et puis il y a aussi beaucoup de gens qui ont plus de 75 ans, qui ont d'autres soucis de santé, pour lesquels on pense que ce n'est pas raisonnable de faire une greffe de moelle. Alors, dans ces cas-là, comment est-ce qu'on peut faire pour retarder la progression de la maladie? Aujourd'hui, il y a un médicament qui a, je n'ai pas mis la courbe, il y a un médicament qui a une autorisation de mise sur le marché chez les gens qui n'ont pas d'excès de globules blancs, ceux qui ont une LMMC qu'on appelle myélodysplasique. C'est le Vidaza, comme dans les myélodysplasies. On sait que le Vidaza et son cousin qui s'appelait le Dacogène, qui maintenant n'est quasiment plus disponible en France, c'était des médicaments qui étaient intéressants, qui peuvent donner des réponses, parfois des réponses complètes, qui durent quelques mois, parfois quelques années, mais qui n'ont jamais guéri personne. Ça retarde l'évolution de la maladie, mais ça ne la guérit pas. Ce qu'on savait jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, c'était comment est-ce qu'on pouvait utiliser ces médicaments en dehors de leur autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire chez les gens qui ont des taux de globules blancs très élevés, des formes qu'on appelle prolifératives de la maladie. Chez les gens qui ont des formes prolifératives de la maladie, on sait depuis les années 1990 que le meilleur traitement, c'est un traitement par des gélules d'hydréa. La dénomination internationale de ce médicament, c'est l'hydroxyurée. C'est un traitement qui s'administre en gélules, c'est très simple à prendre, ça donne très peu d'effets secondaires. Parfois, quand on prend beaucoup de gélules, ça peut donner des aftes, voire des ulcères sur la peau.
Ce n'est pas terrible de prendre de l'hydréa pendant 20 ans, mais parce que ça fragilise quand même un peu les cellules de la moelle osseuse. Mais c'est quand même un traitement qui est utile pour contrôler le taux de globules blancs, contrôler la taille de la rate. C'est un médicament qui se donne que quand il y a des symptômes. Il est tout à fait possible que votre prise de sang indique qu'il y a un excès de globules blancs par rapport aux normes du laboratoire, mais que le médecin qui s'occupe de vous ne vous propose pas de recevoir un traitement par hydréa. Parce qu'il juge, et vous pouvez en discuter avec lui, bien sûr, vous devez en discuter avec lui, parce qu'il juge qu'on ne va pas soigner un chiffre sur une prise de sang. On va soigner des symptômes. Et donc, si le taux de globules blancs il est élevé, mais que vous dites à votre docteur, écoutez, moi, franchement, je vis ma vie comme d'habitude, je m'occupe de mes petits-enfants comme d'habitude, je fais mon yoga comme d'habitude, et ben, pas d'hydréa. Si vous dites, docteur, je suis fatigué, j'ai souvent plus d'appétit en fin de repas et j'ai la rate qui est vraiment très gonflée, il peut vous proposer un traitement par hydréa. Alors évidemment, la question qu'on s'est posée, c'est chez les gens qui n'avaient pas d'excès de globules blancs, on avait le Vidasa. Chez les gens qui avaient un excès de globules blancs, on avait l'hydréa. Donc, on avait envie de comparer les deux. Donc, on a conduit avec l'aide de 170 patients en Europe, en France, en Italie et en Allemagne, une étude qui était une étude un peu inédite parce que ça faisait 25 ans qu'on n'avait pas fait d'études avec un tirage au sort dans lesquelles on proposait aux gens en leur disant, voilà, vous avez une forme où il y a un excès de globules blancs. Si je vous soigne comme en 1996, je vous propose des gélules d'hydréa, mais maintenant, j'ai les médicaments de la famille du Vidasa. Donc, dans cette étude, ce n'était pas le Vidasa, c'était un autre médicament qui était un Vidasa un peu plus fort, je vais y revenir, qui s'appelait le Dacogène. Et on va faire un tirage au sort. Soit on vous soigne avec de l'hydréa, comme d'habitude, et si jamais ça ne va pas, bien sûr, vous pouvez arrêter l'étude et on va vous donner du Vidasa. Soit on vous donne tout de suite le médicament dérivé du Vidasa qui s'appelle le Dacogène. Et on regarde ce qui se passe. On n'avait pris que des gens qui avaient des maladies avec un excès de globules blancs et des risques importants que la maladie mette la vie en danger. Et cette étude, elle s'est terminée. Et ce qu'elle a montré, c'est que en fait, les deux traitements faisaient aussi bien ou aussi insuffisamment, on peut dire. Donc aujourd'hui, et on sait pourquoi, enfin on a une idée de pourquoi, on sait que le médicament dérivé du Vidasa, ça donne plus de réponses, donc c'est plus efficace, mais ça entraîne plus d'effets secondaires. Donc ça, c'était un médicament qui de toute façon n'est plus disponible en Europe pour des raisons qui sont liées à l'industriel qui le développait. Et on a l'habitude d'utiliser le Vidasa. Donc la question à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est que, on sait que c'est possible de faire des études randomisées dans la LMMC. Et ça, c'est très important parce que ces études avec tirage au sort qui sont les plus difficiles à faire accepter, parce que ça semble très choquant. On se dit, mais quoi, je ne vais pas jouer ma santé à la roulette russe. Ça peut être très choquant, mais c'est des études qui jouent un rôle vraiment fondamental pour faire augmenter les connaissances médicales. On sait que c'est possible et on sait que nous, les Européens, on est capable de le faire. Et on sait qu'on est capable de le faire uniquement en s'alliant à l'échelle européenne, parce que ça nécessite que beaucoup de gens, beaucoup de médecins, beaucoup de patients participent. Comme c'est une maladie rare, on a besoin de le faire en unissant nos forces. On sait que proposer un traitement par de l'hydréa en 2022 à un patient qui a une leucémie myélomonocytaire chronique, ça n'est pas choquant, ça n'est pas has-been, ça reste une option tout à fait possible. En revanche, on reste intimement convaincu que les agents de la famille du Vidasa qui donnent 2 ou 3 fois plus de réponses d'amélioration de la prise de sang, d'amélioration de la moelle osseuse, on doit s'appuyer sur ces médicaments-là pour trouver des traitements qui font ce qu'on veut tous faire, c'est-à-dire allonger l'espérance de vie. Aujourd'hui, ces médicaments-là, il n'y a pas de preuve forte qu'ils allongent l'espérance de vie. Mais c'est ça qu'on veut faire. Et donc, dans les mois qui viennent, on va proposer en France, en Allemagne, de nouvelles études. Alors là, on va le faire sans tirage au sort pour évaluer des médicaments qu'on pourrait rajouter en plus du Vidasa pour essayer de mieux contrôler la maladie. Des nouveaux médicaments dans les leucémies myélomonocytaires chroniques, il n'y en a pas 50, mais il y en a quand même un certain nombre qui doivent être testés. Cette diapositive n'est pas complètement à jour, mais il y en a certaines qui vont cibler
le mode d'action des mutations qui sont présentes chez un patient sur deux, les mutations de la voie RAS, des médicaments qui vont cibler des anticorps qui sont présents à la surface des cellules de la maladie. Et donc, nous, l'effort qu'on doit faire, c'est de convaincre l'industrie pharmaceutique. Et je vais y venir. À l'époque, les leucémies myélomonocytaires chroniques, ça faisait partie des myélodysplasies. Donc, quand un industriel disait « je vais faire un essai dans les syndromes myélodysplasiques », il y avait quelques personnes avec des LMMC qui rentraient, j'ai quasiment envie de dire, en passager clandestin dans l'étude. Dans l'étude qui a permis au Vidaza d'être mis sur le marché en Europe, cette étude, elle a inclus 300 patients. Parmi ces 300 patients, il y avait 20 patients avec des leucémies myélomonocytaires chroniques. Il est impossible de savoir sur ces 20 patients, dont 10 ont reçu le Vidaza et 10 n'ont pas reçu le Vidaza, il est impossible de savoir si le Vidaza était efficace ou pas. En revanche, ça a permis que l'autorisation européenne du Vidaza concerne les patients atteints de myélodysplasie et de leucémie myélomonocytaire chronique dès lors qu'ils avaient moins de 12 000 globules blancs. Donc, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation un peu intermédiaire. Soit on reste complètement indépendant des études sur les myélodysplasies et c'est très difficile de convaincre les industriels de la pharmacie de faire des essais que pour les leucémies myélomonocytaires chroniques parce que ça prend du temps et que ça ne concerne pas beaucoup de gens. Et vous savez très bien, comme moi, quels sont les intérêts de l'industrie pharmaceutique. Et inversement, si on cache, entre guillemets, les LMMC au milieu d'études de myélodysplasie, ce qui est devenu vraiment très difficile, à la fin, on se retrouve avec des médicaments qu'on peut acheter à la pharmacie, mais dont on ne sait pas vraiment s'ils rendent service. Donc, la solution, à mon avis, c'est d'être fair-play, de dire, OK, les leucémies myélomonocytaires chroniques, c'est des maladies à part, mais unissons-nous, nous, en tant que médecins, à l'échelle européenne et si possible à l'échelle mondiale. On essaye de le faire avec nos collègues américains. Ce n'est pas simple parce que les appareils législatifs et réglementations ne sont pas les mêmes. Unissons-nous pour faire en sorte qu'on puisse conduire ces essais cliniques. Et comme ça, on aura des informations qui seront vraiment adaptées pour nos patients, quitte à ce que ce ne soit pas des bonnes nouvelles. C'est-à-dire, là, typiquement, on aurait bien aimé montrer qu'il y avait un médicament qui faisait mieux qu'un autre. Malheureusement, ça n'a pas été le cas dans cette étude, mais bon, ça veut dire qu'on a quand même deux options. Voilà un petit peu les choses. Donc, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où c'est une maladie qui, certes, est rare, mais que quand même on connaît bien, un certain nombre d'hématologues. Deux, l'avantage, c'est qu'on est un petit groupe de médecins en Europe et dans le monde. On se connaît très bien et on est très bien organisé, je pense, en réseau pour conduire ces études. C'est pour ça qu'on a fait ces recommandations. Les recommandations qu'on a faites, on a conscience de leurs limites. C'est un peu notre avis d'expert, mais ça ne repose pas sur des preuves extrêmement solides. Et donc, c'est pour ça qu'on doit conduire des nouveaux essais cliniques. On vous demandera de participer à ces futurs essais cliniques. Et voilà. Je n'ai pas mentionné une dernière chose, mais je n'ai pas du tout parlé de recherche en laboratoire. Mais la recherche en laboratoire, elle progresse. Pendant longtemps, on n'avait pas de, je dirais, on n'avait pas de ce qu'on appelle, nous, un modèle de la maladie, c'est-à-dire une espèce de réplique comme une mimique de la maladie qu'on puisse faire sur du plastique, qu'on puisse faire au laboratoire et qui nous permettent de tester de nouveaux médicaments. On commence à les développer. Nos collègues, notamment de l'Institut Gustave Roussy et l'équipe de chercheurs qui est réunie autour du professeur Eric Solari, ils sont en pointe à l'échelle mondiale dans cette recherche et ça va nous aider à travailler en partenariat avec l'industrie pharmaceutique pour tester des médicaments, pour tester des nouvelles hypothèses, pour choisir les essais cliniques les plus adaptés à vous proposer, évidemment. Donc ça, c'est un espoir à plus long terme, mais qui est un espoir très important et qui s'est dégagé seulement depuis quelques années. Donc voilà, ça c'est une diapositive pour vous indiquer, comme je vous l'ai dit, que les gens qui organisent la recherche en France, mais aussi en Europe, on est très structuré, on se connaît très bien. Il y a toute l'équipe autour du groupe francophone des myélodysplasies.
il y a l'équipe de recherche du professeur Solari à l'Institut Gustave Roussy, nos collègues italiens, nos collègues allemands, nos collègues américains avec lesquels on travaille au quotidien. Voilà un petit peu. Voilà, merci beaucoup soit aux deux orateurs, donc soit Jacqueline, soit le docteur Isaacson. Donc là, on a un moment pour dédier à répondre à des questions s'il y en a. Et vous pouvez soit les écrire dans les chats ou également, vu qu'on n'est pas tellement nombreux, vous pouvez aussi les poser directement. Vous avez la possibilité de... Je vois qu'il y a une main soulevée. Je vous prends la parole. Ou peut-être c'est un tic du système. Et Jacqueline, on vous entend pas. Vous êtes mute. Ouais. Non, on vous entend pas. Annie Kolb a une question. Vas-y, Annie. Oui, bonjour. Je voudrais savoir s'il y a d'autres syndromes myélodysplasiques, myéloprolifératifs. Moi, je vois que j'ai un nombre élevé de plaquettes, par exemple, très élevé, parfois. Alors, Tout à fait. est-ce que ça peut être ce genre de maladie ou c'est normal? C'est dans le cadre d'une narcie. Alors, voilà. Donc, vous avez tout à fait raison, madame. Dans les syndromes mixtes, on sait qu'il y a des gens qui sont exactement dans la situation que vous décrivez, c'est-à-dire une narcie avec thrombocytose. C'est ça qu'on dit. Et on sait que, ces formes-là existent et aujourd'hui, on pense que... on pense que le plus important, c'est de soigner l'arcie, mais peut-être que votre médecin vous a proposé de prendre un peu d'aspirine, par exemple, en fonction de votre état de santé, à cause de ce taux de plaquettes un peu élevé. En tout cas, vous avez raison, ça rentre dans le cadre, ça peut rentrer dans le cadre de ces formes frontières, mais comme je vous l'ai dit, souvent, on continue à prendre en charge ces maladies frontières comme des myélodysplasies. Oui, merci. Ma question était assez similaire parce qu'on a l'impression qu'il y a effectivement des SMD qui flirtent avec d'autres. Et on ne sait pas trop. Mais alors, par contre, est-ce que vous pourriez revenir sur le fait que une myélodysplasie qui va évoluer vers une LMNC, d'un côté, il va falloir faire monter les globules blancs et de l'autre côté, augmenter les globules rouges et diminuer les globules blancs. Comment on fait ça mathématiquement? Comment on fait ça mathématiquement? Vous avez tout à fait raison, c'est un vrai enjeu. On pense que c'est l'un des avantages des agents hypométhylants, les médicaments de la famille du Vidaza. On sait qu'ils peuvent faire ces deux choses-là, alors que l'hydréa, par exemple, fait tout diminuer. Donc, on pense que des médicaments qui, entre guillemets, prennent le mal à la racine, c'est-à-dire, si on se dit que cet arbre, il pousse de traviole, on peut juste élaguer, mais si on élague, on n'a plutôt plus de branches du tout. Alors que là, ce qu'on voudrait, c'est comme, en quelque sorte, remettre un tuteur, je dirais, pour que l'arbre, il pousse droit. Et donc, on va dire que l'hydréa, c'est un peu élaguer les branches, alors qu'on pense que chez certaines personnes, les médicaments de la famille du Vidaza peuvent agir comme des tuteurs. Et donc, à nous de comprendre, et on s'y emploie, notamment avec des chercheurs qui sont en Floride, pour identifier les situations dans lesquelles le Vidaza peut vraiment agir de cette façon-là. Ok, merci. Alors, j'ai aussi une autre question qui est plus générale et liée aux essais cliniques. Dans le cas d'études randomisées, est-ce que maintenant, avec l'utilisation des big data, on ne peut pas justement éviter que des gens se retrouvent dans le groupe placebo? C'est une excellente question que vous posez. Alors en fait, pour faire ça, il faudrait que… donc en gros, ce que vous dites, c'est on n'a qu'à… donc mettons, voilà. On a deux façons de faire. On veut comparer 100 personnes qui ont reçu la pilule rouge à 100 personnes qui ont reçu la pilule bleue. Donc, évidemment, on peut se dire que chaque médecin fait ce qu'il veut.
chaque patient fait ce qu'il veut. Et puis, à la fin, donc ce qu'on appelle, nous, rétrospectivement, on va comparer les gens qui ont reçu la pilule rouge et ceux qui ont reçu la pilule bleue. Alors, la première chose, c'est qu'on va dire, ah ben oui, mais le médecin qui est à Paris, lui, il aime bien les pilules rouges. Et le médecin qui est à la campagne, il aime bien les pilules bleues. Donc, si les gens qui ont reçu la pilule bleue vont mieux, c'est peut-être parce qu'ils ont respiré l'air de la campagne et pas du tout parce qu'ils ont reçu la pilule bleue. Et du coup, ça, c'est ce qu'on appelle des biais. Donc, il y a des façons d'essayer de limiter des biais, mais quand on regarde en arrière, on n'est jamais sûr qu'on a contrôlé tous les biais. Donc, on pourrait le faire théoriquement, mais on ne serait jamais aussi sûr qu'avec une étude randomisée. Et en plus, pour en être sûr, il faudrait qu'au lieu d'avoir comparé 100 personnes avec la pilule rouge, avec 100 personnes avec la pilule bleue, il faudrait qu'on ait probablement traité 1000 personnes ou peut-être 5000 personnes avec la pilule rouge et avec la pilule bleue. C'est-à-dire que nous, en tant que médecins, on pense que ce serait une très mauvaise solution. Parce que s'il y a un traitement qui marche mieux que l'autre, plutôt qu'on sache au bout de 100 personnes ayant reçu le traitement le moins efficace, on le saurait au bout de 5000 personnes. Donc, on aurait perdu beaucoup de temps. Donc, on pense que c'est une très mauvaise façon de faire. En revanche, à nous d'être astucieux et d'utiliser les progrès de la statistique pour ajuster au mieux le tir, entre guillemets, dans les essais cliniques. Et ça, on peut le faire de deux façons. La première façon, c'est ce qui est idéal, c'est de ne pas attendre qu'il se passe quelque chose de très, 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 très grave pour changer de traitement. Donc ça, nous, ce qu'on doit identifier, et on n'est pas encore tout à fait arrivé à ça dans les LMMC, c'est bien identifier les meilleurs critères de réponse. Quelque chose qui nous permettrait de savoir, dès les premiers mois de traitement, ah ça va marcher, ça va vraiment vous rendre service, ou oh, c'est parti pour pas être super. Parce que dès lors qu'on a fait ça, on peut rapidement changer de traitement. Ça, c'est le premier critère. Donc, nous, on travaille là-dessus. Ça s'appelle trouver des critères de jugement dérivés. Bon, ça donne le jargon. Donc, identifier rapidement des critères qui vont nous dire ce médicament-là marche, continuons. Ce médicament-là ne marche pas, arrêtons. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est pour chaque patient. La deuxième chose qu'on est en train de faire maintenant, c'est d'utiliser donc les progrès de la statistique pour faire des analyses qu'on appelle des analyses intérimaires. C'est-à-dire, si on a prévu que l'étude elle fasse participer 100 personnes avec la pilule rouge et 100 personnes avec la pilule bleue, on peut peut-être s'arrêter quand 50 personnes ont reçu chacun des traitements, regarder ce qu'il en est au bout de 50 personnes dans chaque bras de traitement et se dire, à mon avis, ça va marcher, il faut continuer l'étude, ou à mon avis, ça ne va pas marcher. Donc ça, on le fait de plus en plus, évidemment. Mais je crois que ce n'est pas raisonnable de dire qu'on va se passer d'études randomisées. Et je crois qu'il faut faire très, très, très attention à l'idée dont certains veulent avec laquelle certains veulent nous familiariser, que les big data vont résoudre tous nos problèmes. Les big data, ça permet un petit peu d'accélérer certains diagnostics radiologiques. C'est certainement quelque chose qui va aider en médecine. Il faut bien voir que derrière les big data, il y a aussi des intérêts privés. Oui, tout à fait d'accord. Alors, est-ce que parmi nos participants, vous avez des questions? N'hésitez pas à poser vos questions, il n'y a pas de questions stupides. Il peut y avoir des réponses stupides. Tout à fait. Il n'y a pas de questions stupides. Non. Bon, mais écoutez, on est juste à l'heure. Bravo pour le timing. Je voudrais remercier le professeur Itzikson, si vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Oui, c'était mieux, mais j'avais mieux répété au début. Maintenant, c'est la fin. Non, merci beaucoup pour votre présentation. C'était très clair. On a vu des tas de choses et je pense que c'est important d'avoir un dialogue dans lequel le médecin utilise des mots qui sont compréhensibles par l'ensemble des participants. Ça, donc, un grand merci
pour la clarté de votre présentation. Alors, je voudrais également remercier nos participants. Et puis, c'est le dernier webinaire de cette série. Nous allons en recommencer une autre l'an prochain. Mais je voudrais remercier Maria-Angela qui a tout organisé avec l'équipe d'Euroblog.net parce que ça a été une super collaboration. Et je pense que ces webinaires ont permis aux participants d'apprendre beaucoup de choses, en fait. Parce qu'on s'aperçoit que la lecture d'articles, ça ne marche pas très bien. Par contre, écouter une présentation, ça marche beaucoup mieux. Eh bien, sur ce, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je vous appelle Raphaël, c'est plus facile. Très bien. Non, la seule chose, c'est que on n'est pas du tout avare de retour sur les sections de nos interventions qui étaient claires, celles qui l'étaient moins. Parce que on sait que tout ça, c'est des choses qui ne sont pas simples. Donc, voilà, en tout cas, moi, à titre personnel, je serais très curieux de savoir quelles sont les parties de l'exposé qui ont finalement soulevé plus de questions qu'elles n'ont apporté de réponses. OK. Voilà, et puis je vous remercie toutes et tous de votre engagement parce que on a besoin de vous pour l'ensemble de la communauté des patients, je pense, pour améliorer la situation. Voilà. Merci. Nous œuvrons tous, chacun avec nos moyens, pour essayer de réaliser la chose. Eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Encore merci pour votre participation et bien au prochain webinaire dans quelques mois. Très bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.